Chers amis, eh bien, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la réalisation du paddle en version 2, en processing, avec ma peut-être EasyLib. Eh bien, mettons en place la balle. Alors la balle, quand on va mettre en place la balle, il faut penser à un truc très important. Il faut calculer un certain angle. Je m'explique. Si la balle rebondit sur le paddle plutôt à droite, il faut que la balle reparte vers la droite. C'est logique, d'accord? Et si la balle arrive vers la gauche, il faut qu'elle reparte sur la gauche. Et si elle arrive grosso modo au milieu du paddle, elle va remonter par rapport au paddle. Donc il faut qu'on calcule un angle. Alors comment on calcule l'angle? On va appliquer une petite équation très simple en mathématiques. On va calculer la distance, la différence qu'il y a entre le milieu du paddle et la balle. Donc si la balle est à droite, on va avoir une différence x qui est positif. Et bien si x est positif, l'angle sera compris entre 0 degré et à peu près 90 degrés. De même, si la balle est à gauche par rapport au milieu du paddle, on aura x négatif. On va donc calculer un angle entre 90 degrés et 180 degrés. Et si le x égale à 0, on mettra un angle de 90 degrés. Donc il y aura un moment donné à mettre en place ce mécanisme-là avec une petite équation mathématique qui en calcule la différence qu'il y a entre la balle en x et le paddle en x par rapport à son centre de la balle et du paddle. Si x est positif, on met un angle entre 0 et 90. Si x est négatif, on met un angle entre 90 et 180 degrés. Et si x vaut 0, eh bien on mettra un angle à peu près de 80 degrés. Donc ça rend quelque chose de plus réaliste, disons. Ensuite, regardons les états de la balle. Moi, je vois 3 états pour la balle. Premier état, en début du jeu, la balle et le paddle sont verrouillés. Donc, il a un état de verrou. Donc, la balle est verrouillée au paddle. Où va le paddle? Où va la balle? Ils sont verrouillés. À un moment donné, vous actionnez une touche. On change d'état de la balle. La balle qui était dans un état de verrou passe dans un état de mouvement. Donc, on est dans un état de verrou. On passe maintenant dans un état de mouvement. Donc, la balle va rebondir sur les futures briques, elle va rebondir sur l'écran, et si par malheur elle rebondit mais en bas de l'écran, elle passe dans un nouvel état, dans un état de perdu. Vous avez perdu un point de vie, donc on a bien 3 états pour la balle, soit la balle est en verrou, donc elle est verrouillée au paddle, soit la balle est en mouvement, elle est en train de bouger, de se déplacer, elle est en collision avec les briques, avec les bords de l'écran, sauf si elle vient en collision avec le bord de l'écran bas, donc si elle touche le bas de l'écran, d'accord? Et bien de fait, on change son état qui était en mouvement, on va lui donner un état de perdu, Eh bien, il faut mettre ceci en place quand on va construire la balle. Donc il faudra penser à avoir ces 3 états, verrou, mouvement, perdu, et penser qu'il y a des angles à calculer en fonction de la position de la balle par rapport au paddle. Eh bien, ouvrons maintenant Processing et créons une nouvelle tab, un nouvel objet qu'on va créer ici qui s'appelle Ball. Donc on va hériter bien sûr d'entité parce que la balle c'est un sprite. Ce sprite va se déplacer avec une image. Eh bien ceci est géré dans ma petite EasyLib avec l'objet entité. Vous faites quoi? On crée une classe Java, vous l'appelez Ball avec un grand B, extends donc il va hériter de entité. Alors, la balle possède donc 3 états. Un état de verrou, un état de mouvement, un état de perdu. Je vais mémoriser ces 3 états dans des constantes statiques qui appartiennent à Ball. Comment faire? Vous créez donc 3 publics, donc vous mettez public, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a accès, il faut qu'on ait accès à ces constantes plus tard. D'accord, pour changer, pour voir quel est l'état de la balle. Donc on fait public, on crée un final in, donc c'est une constante, mais elle est de type statique. Donc on précise public, statique, final int. J'obtiens à la sortie une constante qui appartient à Ball. Je l'appelle state parce qu'on va mémoriser l'état, donc state, locked, et vous lui mettez une valeur, peu importe, là j'ai mis 100, vous mettez n'importe quelle valeur. De même, on va mémoriser l'état de mouvement dans une constante statique qui appartient à Ball. Je fais public, statique, final int. Final int, c'est une constante. Statique, c'est pour préciser que cette constante a une particularité, elle appartient à l'objet Ball. Et public, eh ben, on peut y accéder de l'extérieur. On l'appelle state move, on lui donne une valeur 110. Et enfin, quand la balle sera perdue, on lui donnera un état de perdu. Donc on fait une statique, final int, donc on crée une constante de type statique, elle appartient à Ball, à la classe générique Ball, et elle est publique, c'est un state lost, vous le mettez 120, d'accord? Ensuite les amis, que sont d'autres variables? Donc on va créer maintenant des variables private, elles ne seront peu accessibles à l'extérieur, elles seront contenues dans Ball. Donc la balle, quand elle va rebondir, pour rendre les choses plus amusantes, eh bien on va changer la vitesse de rebond. Donc on va définir une vitesse par un random, par une fonction aléatoire, entre une valeur minimum et une valeur maximum. Donc on va mémoriser ici, dans 2 float finales, donc c'est des constants de type float, donc des nombres
à virgule. Donc private, final float, donc c'est donc des constantes. Je définis une constante qui s'appelle spinmin 200. Alors que correspond ce 200? Eh bien, à chaque frame, on va déplacer la balle de 200 pixels fois le temps qui passe. Donc si le temps qui passe c'est 1 sur 60, parce que je suis par exemple à 60 images par seconde, je vais déplacer ma balle de 200 pixels fois 1 divisé par 60. Ok? Et je donne une vitesse minimum de 200 et une vitesse maximum de 300. Donc je vais décider de prendre une vitesse aléatoire entre 200 et 300. Voilà, ça va rendre les choses un peu plus marrantes. D'accord? Donc à chaque rebond, on change la vitesse. Et pour qu'il y ait rebond, il faut que je connaisse la balle, il faut qu'elle connaisse la dimension de la fenêtre de jeu. Donc il faut qu'elle connaisse la largeur de votre fenêtre et la hauteur de la fenêtre. Eh bien, on va mémoriser la largeur et la hauteur de la fenêtre dans deux variables ici qui sont de type private, int, et on lui donne la largeur de la fenêtre dans une variable, la hauteur de la fenêtre dans une autre variable. Alors quelque chose de très très important. Au début, la balle et le paddle sont verrouillés. Mais pour que la balle sache où se situer par rapport au paddle, il faut qu'elle connaisse le paddle. D'accord? Eh bien, par construction, on va passer à la balle la référence du paddle. Ainsi, en ayant cette référence, d'accord, en gros, c'est comme en C, on lui passerait un pointeur. Bon, ici en Java, il n'y a pas de pointeur. On lui passe une référence. Donc l'adresse, si vous préférez, entre guillemets. On lui passe cette référence. La balle est capable de se positionner par rapport à ce paddle. Donc on va mémoriser dans une variable de type paddle. On l'appelle petit paddle. Pour l'instant, adresse nulle. Et ici, on mettra la vitesse de la balle. Donc on va ici construire la balle. Pour construire la balle, il faut lui fournir trois informations. La largeur de la fenêtre. D'accord? La hauteur de la fenêtre et la référence du paddle. En effet, si vous ne lui passez pas la référence du paddle, la balle ne saura pas où se placer par rapport à ce paddle. Donc la balle a besoin du paddle pour savoir, s'il y a déjà des rebonds entre la balle et le paddle, ça on le verra plus tard, mais surtout pour se positionner à l'état de verrou. En état de verrou, la balle et le paddle sont verrouillés. Donc la balle doit connaître le paddle pour savoir où est le paddle, pour se situer par rapport à ce paddle. Donc on attend dans la construction de la balle une référence du paddle. C'est très important. On va construire la balle. Donc pour construire la balle, il faut d'abord construire l'entité. On va construire l'entité en lui passant quoi? La position X de l'entité, la position Y de l'entité et l'image de l'entité. Donc je décide ici volontairement de placer ma balle en position X égale à 0, position Y égale à 0, et je lui donne comme image l'asset manager. Donne-moi donc get image, et l'image a pour étiquette ball. D'accord? On va mémoriser, comme on a fait dans le paddle, la largeur et la hauteur de la fenêtre de façon interne, pour qu'il y ait à demeure ici la largeur et la hauteur de la fenêtre pour les rebonds. Et on va positionner dans ma variable paddle, qui appartient à balle, la référence reçue. Parce que si je ne fais pas ceci, si je ne mémorise pas la référence paddle, en sortant du constructeur ball, eh bien je perds cette référence. Donc je vais mémoriser à l'intérieur de la balle la référence du paddle en faisant 10.paddle égale paddle. Donc paddle, cette variable-là, appartient à balle, a pour référence, a pour adresse celle que je reçois ici en argument. Et pour l'instant, la balle, vous voyez, je mets une vitesse en X égale à 0, une vitesse en Y égale à 0. Et je définis son état via ma méthode setState. Donc je fais un setState pour positionner l'état, un getState pour récupérer l'état. Donc en faisant setState, je vais lui donner pour premier état un état de verrou. Alors comment appeler l'état de verrou? Il faut que j'appelle la constante que j'ai créée au-dessus qui s'appelle stateLocked, mais stateLocked appartient à ball. De fait, on fait un setState et vous lui dites dans balle, dans l'objet balle avec un grand B, il y a une constante qui s'appelle stateLocked. Eh bien, l'état de la balle, donc le setState de la balle, c'est un locked. Actuellement, l'état de la balle a été défini dans l'état de verrou. Et le spin module, donc la vitesse en module de la vitesse, je lui dis random, donc j'utilise une fonction de processing, random, donne-moi une valeur aléatoire entre le spin min et le spin max. Donc dans spin module maintenant, il y a maintenant un nombre aléatoire comprise entre 200 et 300. Donc voilà la vitesse qu'il y aura de ma balle. Et comme la balle, c'est un cercle, et que le rectangle de collision, c'est un rectangle, on va réduire un tout petit peu le rectangle de collision par rapport à la balle. On le réduit de 2 pixels et à gauche et à droite selon les axes X, et 2 pixels et en haut et en bas par rapport à l'axe Y. Donc je réduis un peu le rectangle de collision de 2 pixels sur la gauche, 2 pixels sur la droite, 2 pixels en haut, 2 pixels en bas, pour essayer que le rectangle soit plus contenu dans le cercle. D'accord? Et maintenant, on va définir des nouvelles méthodes pour mettre en place cette balle. Donc la construction attend 3 paramètres, largeur de la fenêtre,
hauteur de la fenêtre et la référence du paddle pour se situer ensuite par rapport à ce paddle. Mais pour l'instant, la balle est placée en x égale à 0, y égale 0, en haut à gauche. Donc première méthode, new speed. Donc quand on aura un rebond, on va définir, donc je suis ici. Quand on a un rebond, eh bien la vitesse va changer. Alors pour éviter de faire un random à chaque fois, je crée une méthode qui dit renvoie un float, donc un nombre à virgule, on l'appelle new speed, et à l'intérieur on fait un return, donc on dit à processing, random spin min, spin max. Donc quand j'appelle cette méthode new speed, avec valeur de speed. D'accord? Donc quand on veut changer la vitesse, vous dites new speed, il vous renvoie un new speed en faisant random, donc c'est une méthode de processing, random, donne-moi un nombre aléatoire entre le spin min et le spin max. À un moment donné, la balle est verrouillée, vous êtes bien d'accord. Il faut maintenant la faire passer dans un état de mouvement. Mais je ne peux faire passer l'état en mouvement que s'il est verrouillé. Si la balle est en mouvement, je ne peux pas faire un état de mouvement alors qu'elle est déjà en mouvement. Donc je mets un état en mouvement si et seulement si les balles est déjà dans un état de verrou. Donc à un moment donné, la balle est verrouillée, vous allez avoir accès à une touche, peu importe la touche espace par exemple. On va maintenant dire à la balle, mets-toi en mouvement, set move. Qu'est-ce que je fais? Je regarde déjà son état. Donc if get state, donc en faisant get state, je récupère l'état de la balle. Get state, je récupère l'état. Cet état peut avoir trois valeurs, soit locate, soit move, soit lost. Si la balle, donc la balle, est en état de locate, donc je fais ball.stateLocate, c'est une constante qui appartient à balle. Si cette constante est égale au get state, c'est que l'état de la balle actuelle est en verrou. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je change son état. L'état qui était en verrou, maintenant, il passe en move. Je fais un set state, donc get, je récupère, set, je positionne. Donc je fais un set state, je prends la constante qui est state move, qui appartient à ball. Donc c'est pour ça qu'on fait ball.stateMove. Donc on change l'état, et on positionne la vitesse selon les x, avec ma méthode qui appartient à la EasyLib. Je fais set speed x, donc set speed x, vous positionnez la vitesse selon l'axe x. Je dis new speed. Attention d'appeler la méthode, donc il ne faut pas oublier les parenthèses. Donc ici, la balle est en verrou, je définis une nouvelle vitesse en x, je définis une vitesse en y. En faisant new speed, il me donnera une vitesse en x, new speed, il me donnera une vitesse en y. Donc quand la balle est verrouillée, qu'on appuie sur une touche, eh bien on va mettre la balle en mouvement. Eh bien pour mettre la balle en mouvement, on va appeler une méthode set speed x, set speed y. Donc il y a trois méthodes. Dans MyEasyLib, set speeds, vous attendez x, y en argument. Set speed x, là c'est juste la vitesse en x. Set speed y, c'est juste la vitesse en y. D'accord? Étudions maintenant la méthode removeX. Alors quel est le propos de la méthode removeX? La méthode removeX sera appelée à chaque rebond. Mais à chaque rebond, j'ai décidé de changer la vitesse. Or, la méthode random me fournira un résultat entre la vitesse min et la vitesse max, mais forcément positif. Donc il faut que j'adapte le signe en fonction de la vitesse actuelle. J'explique. Mémorisons dans une variable dx la vitesse actuelle. Donc je fais float dx égale getSpeedX. Donc en faisant getSpeedX, vous récupérez la vitesse selon l'axe x actuel. Je vais demander à ma méthode newSpeed de me fournir une nouvelle vitesse. Donc je fais float sp. Dans sp maintenant j'ai un nombre qui est compris entre 200 et 300. Mais c'est des nombres positifs. Si le x était positif, si la vitesse était positive, c'est que la balle se déplace de la gauche vers la droite. Il faut maintenant faire un rebond, la balle doit repartir vers la gauche. Qu'est-ce que je fais? La vitesse que j'ai obtenue au préalable, je la multiplie par -1. Je change le signe de la vitesse sp. Et je dis, la vitesse selon l'axe x, maintenant, c'est sp. Donc j'ai inversé le signe de sp, et je positionne la vitesse en faisant set speed x, donc la vitesse en x de ma balle, c'est maintenant sp. Et sp a été maintenant de moins quelque chose. A contrario, si le x était négatif, c'est que la balle allait vers la gauche. Donc maintenant, la balle doit retourner vers la droite, donc on a un signe positif. Donc je n'ai pas besoin de réinverser le signe. Le signe est inversé directement. Parce que en obtenant le SP, j'ai un nombre positif, entre 200 et 300. Donc là, je dis, la vitesse en x, c'est SP. Donc le removeX va faire deux choses. Il va demander une nouvelle vitesse et il va adapter le signe à cette vitesse par rapport à la vitesse actuelle. Donc si on allait vers la droite, grâce à ce petit calcul, on va aller vers la gauche. A contrario, si on allait vers la gauche, on va aller vers la droite. Et vous allez retrouver la même chose sur le remove Y. On récupère la vitesse selon l'axe Y actuel en faisant get speed Y. Donc là, j'ai le
le résultat actuel. Je demande à ma petite fonction newSpeed de me fournir une nouvelle vitesse entre 200 et 300. C'est une vitesse positive. Donc si la vitesse était actuelle et positive, donc la balle descend actuellement, il faut qu'elle remonte. Comment remonter? Eh bien la vitesse que j'ai obtenue au préalable par un random, je la multiplie par -1. J'ai une vitesse négative. Cette vitesse, je la passe maintenant en faisant set speed y, eh bien c'est sp. Donc la balle maintenant va remonter, parce que la vitesse est négative. A contrario, si la balle remontait, il faut quand même qu'elle redescende, donc elle aille vers les y positifs. Donc je prends la vitesse que j'ai obtenue par random, je dis set speed y, eh bien c'est simplement sp. De fait, la balle va redescendre. Donc grâce à remove x, remove y, vous allez changer 1, le signe, 2, obtenir une nouvelle vitesse. Quand le paddle et la balle vont se rencontrer, il faut mettre en place le rebond. Donc on va gérer ça dans une méthode que j'ai appelée bump. Alors que fait la méthode bump? Donc la méthode bump va déjà dans un premier temps, dans deux variables, mémoriser la vitesse en x actuelle et la vitesse actuelle en y. Donc je mémorise dans dx la vitesse en x de la balle. Donc je fais dx égale get speed selon l'axe x. Donc get speed x. Donc dans x, j'ai la vitesse selon l'axe x. De même, dy get speed y. Dans dy, j'ai la vitesse de la balle selon l'axe y. Donc vous vous souvenez, on va calculer un paramètre x, on va regarder la position centrale de ma balle par rapport à la position centrale de mon paddle. Mais le paddle, l'ayant reçu en référence, je connais le paddle, parce que le paddle, il est maintenant en référence dans ma balle, la balle connaît le paddle. Donc je vais faire un x, donc un flottant, c'est une variable x qui vaut la position centrale de ma balle, donc en faisant get center x, vous obtenez la position centrale selon l'axe x, moins paddle, point get center x. Donc vous avez la position centrale de la balle moins la position centrale du paddle. On va aussi avoir besoin de la largeur du paddle. On ne peut pas que la balle dépasse le paddle, donc on est limité à largeur divisée par 2 à gauche et largeur divisée par 2 à droite. Donc on va avoir besoin d'une variable que j'appelle w comme largeur. Comment obtenir la largeur? Eh bien une fonction qui dit paddle get width. Eh bien get width vous donne la largeur de l'image paddle. Et on va calculer un certain angle par une petite équation mathématique. Et donc l'angle qu'on obtient ici est donc fonction de x. X est positif, on aura un angle positif entre 0 et pi sur 2. X est négatif, on aura un angle entre pi sur 2 et pi. Et si x égale à 0, eh bien vous voyez, on renvoie ici pi sur 2. Donc pi est une constante que connaît Processing, donc grand pi, pi. En majuscule, d'accord? Donc on va maintenant calculer le module de la vitesse actuelle en faisant racine carrée de la vitesse en x au carré plus la vitesse y au carré, j'obtiens le module. Et maintenant je vais définir deux vitesses différentes en fonction du module et de l'angle en faisant quoi? Eh bien la vitesse nouvelle sera le module fois le cosinus de l'angle qu'on a obtenu au préalable. Et la vitesse y, c'est quoi? Le moins, attention, il faut que la balle remonte. Donc, il faut que la vitesse en y soit négative. Donc, moins speed module sinus de l'angle. Donc, j'obtiens la vitesse en x, la vitesse en y. Attention, signe moins, c'est hyper important. Et ces deux paramètres, je vais les passer à la set speeds de ma balle. Et bien, de fait, la balle va remonter parce que la vitesse est négative, mais elle va remonter de façon intelligente. Si elle touche à droite, elle va repartir vers la droite. Si elle touche à gauche, elle va repartir vers la gauche. Et si elle touche à peu près au milieu du paddle, elle va remonter. D'accord? Donc c'est le propos de ma méthode bump. Eh bien, il faut qu'on crée maintenant une petite méthode qui renvoie true ou false si effectivement la balle et le paddle sont en collision. Ça nous permettra en plus de mettre une petite animation sonore, par exemple, un petit son de rebond. Donc on va créer une méthode qui s'appelle isCollidPaddle. Est-ce que le paddle est en collision avec la balle? Il s'attend à avoir un booléen en sortie, donc true ou false. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la méthode isCollid possède entité, et donc comme la balle c'est une entité, la balle possède une méthode qui s'appelle isCollid, et elle est capable de détecter la collision entre deux entités. Donc la balle, isCollid, qui? The paddle. Donc en sortant ici, vous avez true ou false, est-ce que la balle est en collision avec le paddle? isCollidPaddle vous renvoie true, si les deux rectangles de collision sont en contact, false, s'il n'y a pas de collision. Et alors pour éviter les petits rebonds un peu bizarroïdes, on ne regarde que si, seulement si, la balle descend vers le paddle, d'accord? Donc si la balle remonte vers le paddle, non, il n'y a pas de rebond. Il ne peut y avoir de rebond que si la balle descend, donc vers les Y positifs. Donc si la ball is collid paddle et, attention, double E, hein, donc deux fois, donc double E,
et que la vitesse en Y est positive, et bien qu'est-ce qu'on fait? Et bien on fait la méthode bump, donc là on va faire un petit rebond, on va recalculer l'angle d'incidence qui va bien, et on revoit true. Oui, effectivement, il y a eu collision entre la balle et le paddle, d'ailleurs on a fait un bump, et là en faisant le true, on renvoie un résultat true, on pourra mettre une animation dans le game stage. Sinon, on renvoie false. Donc la méthode isColliPaddle fait deux choses. Il renvoie true ou false dans le cas où le paddle et la balle se sont rencontrés, et il met en place la méthode bump qui fait un rebond de la balle par rapport au paddle. Et bien maintenant, regardons la méthode update. Donc la méthode update reçoit en paramètre le temps qui passe. Première chose à faire, c'est de dire à l'entité, mets-toi à jour. Donc je fais super.updateDT. Donc je remets la vitesse, la dérivée de la position par rapport au temps, le temps je le reçois, et bien il va calculer, entity, va calculer la nouvelle position. Et maintenant, tout va dépendre de l'état de la balle. Donc en fonction de son état, il y a plusieurs paramètres à mettre en œuvre. C'est-à-dire, si l'état de la balle est locked, donc il est en verrou, il faut que je positionne la balle par rapport au paddle. Donc il faut que je prenne le paddle et que je positionne la balle par rapport à celui-ci. Donc je fais quoi? Je dis, donc si et seulement si je suis dans un état de verrou, bien sûr. Hein, d'accord? Donc if getState, donc je récupère l'état de la balle. Si cet état est un type locked, qu'est-ce que je fais? Je positionne l'état bas de la balle. Donc je fais un set bottom. Je positionne l'état bottom, l'état bas de ma balle, par rapport à l'état haut du paddle. Donc je récupère le paddle, donc soit 10 paddle, soit paddle. Hein. C'est comme vous voulez, soit on peut faire comme ça, soit comme ça. Donc soit vous mettez 10 pour préciser que c'est bien le paddle qui appartient à la ball, soit vous dites non, je prends simplement paddle, il n'y en a qu'un. Donc le paddle, je récupère son côté haut. Donc je fais paddle, get top, je récupère le côté haut du paddle, et ce côté haut, je le passe au côté bas de ma balle, en faisant set bottom, par rapport au côté haut du paddle. De fait, la balle et le paddle sont le côté bas de la balle, se situe sur le côté haut du paddle. Et je vais centrer la balle par rapport au centre du paddle, en faisant quoi? Je positionne le center X de la balle, donc set center X, c'est le côté X central de la balle. Je récupère la position centrale de mon paddle, en faisant paddle ou 10.paddle si vous préférez. Le paddle get center X, je récupère la position centrale de X, et cette position centrale de X, je la donne à la position centrale de la balle. De fait, la balle est positionnée au centre par rapport au paddle, et se situe juste au-dessus du paddle. D'accord? Mais attention, ce n'est vrai que si vous êtes en état de locked. Et pour l'instant, la vitesse de la balle est nulle. J'interdis à la balle de bouger en mettant set speeds égale à 0. Donc même si on fait des updates, vu que la vitesse est égale à 0, la balle ne bougera pas. Et maintenant, il faut que je détecte également, lorsque la balle va être en mouvement, donc quand on ne sera pas ici, lorsqu'on est en mouvement, la détection par rapport au bord de l'écran. Donc premier bord, on va regarder le côté haut. Donc je fais ici, je récupère le côté haut de la balle en faisant get top. Si le côté haut de la balle et que la balle se déplace vers le haut, donc avec une vitesse négative, et si la balle, le côté haut devient négatif, c'est que la balle va dépasser le haut de l'écran. Eh bien je fais un remove Y, automatiquement la balle va redescendre, parce que je fais un remove Y. De même, je vais regarder maintenant le côté gauche. Si la balle, son côté gauche, devient négative et que la balle se déplace vers la gauche, donc il y a une vitesse négative, je fais remove X. Donc la balle maintenant va partir vers la droite. Je regarde le côté droit maintenant de l'écran. Si son côté droit est plus grand que la largeur de la fenêtre et que sa vitesse est positive, donc la balle est en train de se déplacer sur les X positif et son côté droit est plus grand que la largeur de la fenêtre. Donc si je ne fais rien, la balle va disparaître de l'écran. Non, je fais remove X, de fait, elle va repartir vers la gauche. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe par rapport au côté bas et de l'écran. Donc si le côté bas de ma balle, donc get bottom, est plus grand que la hauteur de ma fenêtre, c'est que j'ai bien touché en bas de la fenêtre et que sa vitesse était positif. Donc la balle descendait, d'accord, était en train de descendre, et maintenant son côté bas est plus grand que la hauteur de la fenêtre. Que faut-il faire? Faire un remove Y? Non, on ne va pas rebondir, on va dire que l'état a changé. Donc on fait un set state, son état était dans un état de mouvement, on passe maintenant dans un état de perdu. La balle est perdue, d'accord? Donc dans le update, dans un premier temps, on dit à l'entité de se mettre à jour, c'est très important, et en fonction de l'état bloqué, s'il était en état de verrou, eh bien on positionne la balle par rapport à la position du paddle. D'accord, c'est le propos de ces méthodes-ci. Et là, on regarde les edges, on regarde les coins de l'écran. Donc si la balle touche à gauche,
elle part vers la droite. Si elle touche à droite, elle part vers la gauche. Si elle tape en haut, elle part vers le bas. A contrario maintenant, si elle tape en bas, non, elle ne remonte pas. Elle est dans un état de perdu. On change son état vers le set state. Je définis un nouvel état. Son état, c'est un state lost. Donc la balle est perdue. Et maintenant, il faut aussi afficher la méthode render. Il faut afficher la balle à l'écran. Donc on va appeler la méthode super.render, on dit à l'entité affiche-toi à l'écran, et on affichera également le rectangle de collision pour voir s'il n'y a pas besoin de faire des inflates plus importants. Donc dans la méthode render, on fait super.render, donc on dit à l'entité affiche-toi à l'écran, et affiche également le rectangle de collision. D'accord? Donc la balle, effectivement, c'est un objet un peu plus conséquent. Donc on résume la chose pour que ce soit bien clair. Donc on va créer un objet de type ball qui dérive de entité. On va placer ces états, qu'il y a 3 états, un état de verrou, un état de move, un état de perdu, lost. Ces 3 états, on crée des constantes statiques qui appartiennent à ball. On va définir des vitesses de façon random, de façon aléatoire. On positionne ces vitesses en spin min, en spin max. On va mémoriser également la largeur et la hauteur de la fenêtre dans 2 variables. Et on va mémoriser de façon interne une référence du paddle, parce qu'on a besoin du paddle pour se placer par rapport à lui. Pour construire le ball, c'est très simple. On attend 3 paramètres, on attend la largeur de la fenêtre, hauteur de la fenêtre, et une référence du paddle. Cette référence du paddle, on n'oubliera pas de la positionner dans une variable interne. On construit la balle, donc par construction, on positionne la balle un peu bizarroïde, on la positionne à x égale à 0, à y égale à 0, et on demande à l'asset manager de nous donner l'image qui correspond à la balle. On mémorise la fenêtre en largeur et en hauteur, on mémorise, très important, une référence du paddle, d'accord, on en aura besoin plus tard, on bloque la balle en vitesse, donc pour l'instant ces vitesses en x et vitesses en y sont nulles, on positionne par défaut la balle dans un état de verrou, d'accord, et on va définir une vitesse au démarrage en demandant à la méthode processing random, donne-moi une vitesse entre 200 et 300. Et on réduit un tout petit peu le rectangle de collision par la méthode inflate. On réduit en x de 2 pixels à gauche et à droite, 2 pixels en haut et en bas. Donc maintenant, j'ai plein de petites méthodes qui vont être utiles au mouvement de la balle. Donc new speed me donne une vitesse speed nouvelle entre spin min et spin max. Set move permet de mettre la balle en mouvement. Évidemment, la balle est en locked, elle est en verrou, on va actionner une touche, on va mettre la balle en mouvement, donc attention, on ne peut mettre la balle en mouvement que si et seulement si en état de verrou. Si on est en état de mouvement, on ne va pas mettre une balle en mouvement qui est déjà en mouvement, donc on met en mouvement si et seulement si on est en état de verrou. On a maintenant une petite méthode removeX qui fait qu'on retourne la vitesse selon l'axe X, en demandant une nouvelle vitesse, on calcule les signes qu'il y a besoin. RemoveY refait la même chose mais par rapport à l'axe Y, donc Y retourne la vitesse en Y ou pas, et demande une vitesse. Une petite méthode bump qui gère la gestion entre le rebond de la balle sur le paddle, et calcule l'angle qu'il y a besoin, etc. Une petite méthode qui renvoie true ou false s'il y a collision entre le paddle et la balle. D'accord ? Et enfin la méthode update, bien sûr, qui est importante. Donc là, on met l'entité à jour, et en fonction des bords de l'écran, on fait se rebondir la balle vers la gauche ou vers la droite. On fait rebondir la balle en bas. Non, on ne fait pas rebondir la balle en bas. Si la balle rebondit en bas de l'écran, on change son état. Son état qui est en état de move devient maintenant un état de perdu, state lost. Et bien sûr, on n'oublie pas d'afficher la balle à l'écran. Il faut maintenant créer cette balle dans le game stage. Eh bien, ouvrons maintenant notre fichier GameStage. On va créer à l'intérieur de GameStage une nouvelle balle. On crée une variable de type private, de type ball, égale ball avec un petit b, pour l'instant, référence nulle. Cette ball, on va la créer dans le GameStage. Donc on va faire la balle, c'est un new ball, on lui passe la largeur de la fenêtre, on lui passe la hauteur de la fenêtre, et on lui passe enfin, en troisième argument, une référence du paddle. De fait, il faut que je construise la balle après avoir construit le paddle, pour que je puisse fournir au constructeur la balle, le ou la référence du paddle. Donc ball, c'est un new ball, screen width, screen height, et vous lui passez la référence du paddle évidemment. Dans le input, là on va mettre en mouvement la balle. Si et seulement si, la balle est en état de verrou, mais il l'est par définition. Dès la construction de la balle, vous avez mis le state de la balle à l'état de verrou. Donc si on actionne la touche spacebar, donc la touche spacebar a un keycode de 32, d'accord, donc le keycode de la touche spacebar égale à 32. Donc vous demandez à l'input manager, is keypress, vous lui passez le chiffre 32 qui correspond à spacebar. Si c'est le cas, eh bien, si vous avez actionné ces touches-là, on demande à la balle de se mettre en mouvement via ball.setMove. Soit à l'état de verrou, elle va se mettre en mouvement, donc elle va rebondir, elle va partir du paddle
pour des rebonds éventuels. Si elle est déjà en état de mouvement, il n'y aura pas d'action par rapport à ça. Dans le update, il faut que je mette la balle en mouvement également. Donc j'avais fait un paddle.update. Et bien maintenant, je fais un ball.update. Et bien sûr, je lui passe à la balle le DT, le temps qui passe. Une petite méthode, genre la méthode update. Pensez que la méthode update est appelée à chaque frame. Donc là, si la balle is collide paddle, c'est cette méthode qu'on a vue tout à l'heure. Si la balle est en collision avec le paddle, et bien là, on va recevoir un true comme résultat. Et bien à ce moment-là, on mettra une animation sonore. Mais pour l'instant, on n'a pas cette animation sonore, donc on est en attente. Donc c'est pour ça que j'ai mis to do. Et enfin, si la balle est dans un état de perdu, donc si malheureusement la balle a touché le bas de l'écran, son état qui était en état de mouvement est passé maintenant en état de perdu. Et bien, lorsque le game stage va détecter que la balle est dans un état de perdu, que doit-elle faire? Elle doit remettre la balle dans un état de locked. Donc elle dit à la balle, ball, set state, mets ton nouvel état à ball, attention, je vais positionner l'état, donc il faut que je récupère une variable qui contient ball, donc le grand B, hein, la classe ball. Donc je demande à la classe ball, grand B, égale point state locked. Donc on va positionner la balle dans un état de verrou. De fait, au prochain frame, eh bien la balle va revenir par rapport au paddle. D'accord les grands? Et enfin, il faut afficher la balle à l'écran. On va appeler la méthode render de balle. Donc on fait ball.render. Donc vous voyez, c'est très simple. On va créer la balle dans le game stage. On va créer cette balle en lui passant la référence du paddle. La balle en a besoin de cette référence pour se positionner par rapport à elle. Dans le input, on teste si la touche spacebar a été actionnée. Si c'est le cas, on dit à la balle de se mettre en mouvement. Si elle est en mouvement, eh bien, elle reste en mouvement. Si elle est en état de verrou, elle va se mettre en mouvement. Dans l'update, on n'oublie pas de mettre la balle en update évidemment pour qu'elle bouge. N'oubliez pas que la méthode update permet de faire bouger les sprites ou les entités. Si la balle à un moment donné vient en collision avec le paddle, ça la méthode vous renverra true ou false. Et bien là on mettra une petite animation sonore, on fera un son de bump. Et à contrario, si la balle a touché le bas de l'écran, elle est donc en état de perdu. Donc au lieu de voir la balle qui repart à l'infini, on va dire à la balle non, tu as perdu, eh bien remets-toi dans un état de locked pour que enfin on ait après par rapport à la balle et par rapport au paddle qui viennent dans l'état de verrou. D'accord les amis? Eh bien lançons maintenant la chose. Donc on va lancer la chose, on doit avoir quoi? Un paddle qui se mouvoie de la gauche vers la droite et qui possède maintenant au-dessus de lui une balle. Donc la balle va suivre le paddle. Quand je vais appuyer sur la touche espace, je vais libérer la balle. Cette balle va se mouvoir, elle va partir vers le haut, elle va toucher un bord de l'écran, elle va rebondir sur l'écran, et si par malheur elle touche le bas de l'écran, eh bien elle va revenir en état de verrou, elle va revenir à l'état de verrou, c'est-à-dire qu'elle va se mettre au-dessus du paddle, et les choses vont repartir. Ensuite, on aura des briques, et bien la balle en bougeant va venir en action, va venir casser les briques, et les points vont s'accumuler, sauf si par malheur, la balle touchant le bas de l'écran, et bien à ce moment-là, on va perdre un point de vie, et si on a perdu tous les points de vie, on aura perdu le jeu. Donc vous avez compris le gameplay? On y va, on lance la chose. Donc on appuie sur Run. Donc ici, toujours le background. Maintenant, le petit paddle et la balle. D'accord? Avec les deux rectangles de collision, le rectangle de la balle et le rectangle de collision du paddle. Donc le paddle en se déplaçant à gauche, la balle suit le mouvement et le rectangle de collision se met à jour en fonction. Là, je libère la balle, donc je vais appuyer sur la touche espace. La balle est partie. Chaque fois qu'elle rencontre le paddle, eh bien, elle rebondit sur le paddle. Et en fonction de l'endroit où elle touche le paddle, eh bien, on calcule l'angle qui va bien. Par exemple, on va le faire toucher à gauche. Donc la balle est partie à gauche. Et on va essayer de le faire toucher à droite, voir si, effectivement, voilà, la balle part bien à droite. Et si par mégarde, la balle arrive à toucher le bas de l'écran, pof, il revient, la balle, sur le paddle. Maintenant, il nous reste à mettre en place les fameux briques ou blocs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.